Ma chère Patricia, je voudrais d'abord, avant de commencer notre conversation, vous remercier 3 fois. La première, merci d'avoir choisi d'être avec nous à Nancy ce soir. Vous êtes en France pour 5 jours à peine au moment de la sortie de votre tout nouveau livre, qui sort d'ailleurs en France avant de sortir aux États-Unis, Le poids des mensonges, aux éditions Albin Michel. Vous vous serez rendu dans 2 villes au cours de ces 5 jours, Lyon, où vous étiez ce week-end l'invité d'honneur du Quai des Polars, qui est le grand salon de la littérature policière. Et puis la deuxième ville, c'est nous, Nancy, et cela nous touche beaucoup. Vous êtes évidemment l'une des reines du suspense, une des reines internationales du suspense et de ce que l'on appelle le polar psychologique. Vous êtes traduite en 30 langues, de la Finlande à la Chine. Vous avez vendu en France plus de 2 millions de livres. Et moi, je voudrais vous dire merci de votre talent qui fait que l'on oublie enfin nos portables, parfois de déjeuner, dès que l'on commence l'un de vos livres, tellement que l'on est pris évidemment dans le suspense et on va jusqu'au bout, jusqu'au moment où on sait enfin qui est le tueur. Et ce moment-là, en général, c'est à 2 ou 3 pages du mot « fin ». Merci donc pour cela. Et puis mon troisième merci, c'est parce que, par respect de vos lecteurs français, et je crois par amour de la France, eh bien, vous avez voulu faire cette rencontre en français. Je vous avais proposé un traducteur. Vous m'avez dit « Non, je vais la faire en français ». Donc, je voudrais que vous applaudissiez très fort Madame MacDonald. Alors, je vais raconter encore une petite histoire et après, bien sûr, je vous laisse parler en français. Quand j'ai invité Patricia MacDonald à venir à Nancy, elle a dit tout de suite oui et elle a demandé si on pouvait lui laisser 2 heures parce qu'elle avait des amis nancéens. J'ai trouvé que c'était déjà un beau lien qu'entre les États-Unis et la France, Nancy soit un lien. Et puis, petit à petit, j'ai compris que le lien était beaucoup plus fort encore. Les 2 amis nancéens étaient les parents de la meilleure amie de Patricia, qui est partie en Amérique, qui s'est mariée en Amérique, qui s'appelle Anne Dufour, et qui, depuis 20 ans, fait parler Patricia en français. Donc, c'est grâce à Nancy que Patricia fait finalement cette rencontre en français. Exactement, oui. Mais toutes les fautes sont les miennes et pas les fautes d'Anne. Pas des fautes d'Anne. Comment vous êtes-vous rencontrés avec Anne, avec cette Nancéenne? Nous habitons dans une toute petite ville à New Jersey. C'est impossible de ne pas connaître nos voisins. Mais sa fille et ma fille sont devenues les meilleures amies depuis leur enfance, très petit. Et nos familles, nous avons une autre famille avec un Français. Et nos 3 familles se voient pour les fêtes et pour les dîners ensemble. Et c'est vraiment une amitié très proche. Vous avez appris le français à l'école? Ça a été une des langues que vous avez étudiées? J'ai étudié le français au lycée, mais je ne sais pas si c'est pareil en France, mais on n'avait pas de conversation après même 3 ou 4 ans d'étudier. Je ne pouvais pas dire même bonjour. et quand je suis invitée par Albin Michel, tous les Américains me disaient ne inquiétez pas, tous les Français parlent anglais. Presque. Je pense et je m'en doute. Presque. Mais il y a beaucoup de progrès qui sont faits aujourd'hui dans les écoles, mais c'est vrai,
que la conversation a souvent manqué. Alors cette conversation, Anne l'a fait avec vous une fois par semaine, je crois. C'est très très sérieux, votre apprentissage du français. Oui, très souvent, pas tous les semaines. Ça dépend de son emploi de temps et le mien. Mais normalement, mardi matin, nous nous retrouvons chez elle avec son dictionnaire et nous avons une heure de conversation. Il faut dire, ce n'est pas une conversation très haut. Nous parlons de quartier, de nos enfants. Il y a 15 ans, j'ai su tous les mots qui, pour les enfants, sac à dos, tétard, toutes des choses comme ça. Mais c'est une façon, nous parlons du monde, de la France, et simplement une conversation entre nous. Alors on va un petit peu parler de vous, parce que vous avez publié Le poids des mensonges et votre 16e livre chez Albin Michel, mais on vous connaît peu, évidemment. Vous avez grandi dans le Connecticut. Oui. Est-ce que vous aviez une famille dans laquelle on lisait beaucoup? Est-ce que vous étiez une grande passionnée de lecture, enfant? Oui, parce que mon père était facteur, mais il avait l'âme d'un artiste, vraiment. Il fait la peinture et il adorait à lire. Et quand j'étais jeune, il a lu à haute voix les contes Edgar Allan Poe et les poèmes surtout. Il adorait à lire les poèmes pour moi et mon frère et ma sœur. Et enfant, vous avez rêvé de devenir écrivain ou peut-être détective, finalement? Jamais détective. Jamais détective. Vraiment, à ces jours-là, si j'ai dit à mes parents que je voudrais être un écrivain, on aurait dit « Es-tu folle? On doit gagner la vie. » Et non, pour moi, c'était un rêve tout à fait impossible. Et j'ai pensé à une carrière. Donc la carrière, vous avez fait un doctorat de journalisme à l'université de Boston, avec une thèse sur un sujet qui finalement prédispose un peu à l'écriture de polar, puisque vous avez étudié à travers le cas de Karin Scheitzman, qui a été exécutée dans les années 60 en Californie, le poids de la presse et de l'opinion par rapport à la justice, c'est cela? Oui, c'était le sujet de mon thèse. Et quand j'étais jeune fille, mon père aussi a beaucoup discuté avec moi les problèmes de nos jours. Et nous avons discuté au sujet de la peine de mort, souvent. Je n'ai jamais su son avis exactement parce que il pouvait changer chaque fois. Et enfin, j'ai apprécié qu'il voudrait que j'aie un avis souple. Je peux changer votre avis? Je peux comprendre. Il voulait que je peux comprendre les deux côtés d'une question. Et aussi, il m'a dit toujours, ne pleure pas quand tu fais une discussion. Il faut qu'une femme ne pleure pas. Une femme ne pleure pas. Ah ouais. Alors. Mais la peine de mort, j'étais toujours convaincue, même avec lui, parce qu'il avait une sensibilité très souple, que j'ai eu raison. Il n'y a pas d'excuse pour la peine de mort. Et quand j'ai écrit mon thèse, j'ai voulu mon doctorat, j'ai voulu écrire de cela. Et Carol Chessman était un homme très intéressant. Il y a eu beaucoup de livres sur lui, évidemment beaucoup d'articles, mais beaucoup de livres dans le monde entier. Et en France, Dominique Lapierre,
qui est aussi Oui, un oui, écrivain oui, très qui a- connu, oui, oui. avait publié Chessman Madi cette année-là. Mhm. Alors, vous avez un doctorat de journalisme, vous vous retrouvez dans un magazine, dans des magazines féminins, des magazines de télévision. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, vous pousse à écrire votre premier livre? Le chômage. Ah, J'ai perdu mon travail. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'avais pas d'argent et une amie m'a dit mais nous savons tous les secrets des acteurs sur les feuilletons télévisés, pourquoi pas un roman à clé? Parce que elle était une romancière mais littéraire, qui veut dire qu'elle n'avait pas d'argent. Et j'ai dit, pourquoi pas? Elle habitait en face de moi à New York et chaque jour, dans nos pyjamas, nous avons mangé les bonbons et écrivé. en écrivant. Oui, oui. Alors, aux États-Unis, contrairement en France, enfin, ça commence un petit peu, mais c'est encore assez rare, il y a des agents littéraires. Et c'est avec un agent littéraire que vous réfléchissez et au sujet et à l'écriture de votre premier roman, qui, je crois, enfin, qui a été traduit en France sous le titre Expiation. Oui, c'est ça. C'est le titre américain aussi. Oui. Oui. Donc, cet agent littéraire qui est très précieuse fait de ce premier livre un grand succès. Mary Higgins Clark, Stephen King, en particulier, vont saluer votre talent. Et à partir de là, vous allez vivre de votre plume. Oui. Oui. C'est formidable. Incroyable, Il y a vraiment. tant d'écrivains qui, entre guillemets, galèrent, l'expression, avant oui. de publier. Vous publiez tout de suite. Oui, et si je n'ai pas publié tout de suite, j'aurais abandonné parce que j'ai voulu gagner ma vie. Vous auriez recherché un travail. Oui. C'était en quelle année qu'aux États-Unis est paru votre premier roman? Oh, en français, Anne, dis-moi les numéros m'embêtent. On va dire une trentaine d'années? 30 ans, oui, il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Merci Françoise. Dites-moi, Patricia, à quoi peut-on finalement reconnaître un polar de Patricia MacDonald? Quels sont vos ingrédients? Qu'est-ce que vous mettez dans chaque livre qui est votre petit côté à vous? Je commence toujours avec une fait divers. Je cherche les faits divers. Évidemment, dans les polars, c'est toujours un enlèvement ou un meurtre au centre des polars. Mais quand je cherche les faits divers, je cherche une relation tordue, une motivation qui me semble très intéressante. Je m'intéresse aux psychologies des personnages. Et toujours, il y a une héroïne, parce que pour moi, c'est plus facile d'imaginer une héroïne qu'un héros. Aussi, je cherche aussi les tendances sociales qui m'intéressent. Oui, c'est moins la violence que la psychologie Oui. des personnages. Oui, la violence ne m'intéresse pas du tout. De sang. Donc vous n'inventez jamais, vous partez toujours d'un fait divers que vous avez lu ou vu. Il y a de temps en temps, quelqu'un me raconte une histoire personnelle qui m'inspire, mais il faut le cacher très très bien parce que... Alors, évidemment, quand on lit un livre de vous, quand on le termine, on se dit que tout est parfaitement maîtrisé, que l'intrigue a été conçue, oui, du début à la fin, avec des indices dès le début, mais on ne s'en rend compte qu'à la fin. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce que vous construisez un roman policier? Parce que c'est un peu comme un puzzle. Oui. C'est la partie de mon travail
le plus difficile et aussi le plus intéressant. C'est vraiment un défi parce que, comme lecteur, je n'aime pas du tout quand je connais très tôt le méchant. Et aussi, je déteste quand un auteur pense qu'il garde le secret. Et moi, j'ai su le secret pour des pages en pages. Il faut que les événements continuent à dérouler dans l'histoire. Il faut changer souvent les directions du personnage central. Et pour moi, c'est le défi. Et comment faites-vous? Est-ce que, comme les experts, vous écrivez sur des grands tableaux avec des flèches partout? Est-ce que vous faites des fiches par personnage? Est-ce que le scénario est arrêté avant que vous commenciez à écrire le livre? Je ne fais pas tout à fait une ébauche. Non, je sais le commencement. Je connais le fin et le méchant. Toujours. Vous ne changez jamais en cours de route. Il faut dire que de temps en temps, j'ai changé, oui. Parce que je commence avec une idée, avec le méchant. Et puis, j'imagine une autre. Mais si j'ai déjà construit une méchante et tous les raisons de la famille, toutes ces motivations, ça fait une très bonne fausse piste. Mais je ne change le méchant pour cela. Mais souvent, pas souvent, de temps en temps, ça arrive que je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une meilleure raison pour tuer le victime. Je me demande en vous regardant comment on peut être si doux, si souriant et écrire des choses si noires. P.D. James, par exemple, lorsqu'elle écrit un polar, enquête sur place. Vous, est-ce que vous fréquentez les tribunaux, les médecins, la police? J'ai fait cela de temps en temps. J'ai une amie qui est juge. Et on dit juge? Juge, oui. Juge. Et quand elle avait un cas très intéressant, un tribunal très intéressant, oui. Elle m'invite pour regarder. Et c'est intéressant, mais il faut dire qu'avec l'Internet, on peut faire les recherches dans mon bureau sur n'importe quoi sujet. C'est formidable. Bien sûr. Alors, évidemment, comme dans tout bon polar, le coupable présumé, désigné au début, est toujours innocent. Je me suis demandé, en lisant vos livres, j'en ai lu beaucoup, si finalement votre obsession, ce n'était pas l'erreur judiciaire. L'erreur judiciaire, c'est un très bon point de départ pour un polar, à mon avis. Oui. Parce que il faut éviter les polices. La police. Oui. Dans mes romans, l'héroïne doit être isolée et sans l'aide de la police. Donc, une erreur judiciaire, c'est très efficace pour cela, parce que la police ne veut pas revisiter ce problème. C'est d'ailleurs quelque chose qui vous est assez spécifique, enfin particulier. Beaucoup d'auteurs de polars ont un personnage qui, de livre en livre, résout les enquêtes. C'est un détective, c'est un policier, c'est une journaliste. Vous, jamais. Votre héroïne est au cœur de la famille que vous choisissez de mettre en scène. Ce n'est jamais quelqu'un dont c'est la profession de résoudre une enquête. Oui, j'ai évité les personnages qui continuent d'un roman à un autre, malgré l'avis de mon agent littéraire, qui j'admire beaucoup, mais je ne veux pas le faire parce que il me semble un piège très attirant
parce qu'on peut recommencer très facilement un nouveau roman si on sait déjà le personnage. Et aussi, les lecteurs souvent adorent retrouver le... Oui, on voudrait le voir encore, mais pour moi, après un temps, on est obligé de continuer avec ce personnage si on veut, si on ne veut pas. Et pour cette raison, j'ai évité cela. Aussi, je préfère écrire des émotions fortes. Comme j'adore les détectives privés. J'adore lire les polars comme ça. Mais comme écrivain, je préfère entrer dans la famille, dans les émotions tordues. Je préfère cela. Et c'est pas réaliste qu'une femme aurait avoir les crises comme ça dans sa vie, une fois après une autre. Ça serait ridicule. Donc, je dois créer tout le monde chaque fois. Mais c'est d'ailleurs aussi l'intérêt de vos livres, c'est que l'héroïne ressemble un peu à tout le monde, pourrait être n'importe laquelle d'entre nous, et tout d'un coup, sa vie bascule, ce qui est le principe du fait divers. Donc c'est en même temps très attachant. On est immédiatement à côté d'elle et on essaye de résoudre l'enquête en même temps qu'elle. Oui. Vos personnages qui ont tous dans le livre une densité forte, qui sont très travaillés, est-ce que ce sont des personnages inventés ou est-ce que finalement ce sont des personnes qui sont autour de vous, que vous mettez dans vos livres, que vous avez rencontrés? Je ne sais pas, votre voisin, votre... Les deux. Parce que de temps en temps, par exemple, je me dis, j'ai besoin d'un personnage qui semble très méchant à ses enfants, mais en fait, il est très doux au centre. Et je me dis, mais qui est comme ça que je connais? Et je pense à tous mes amis, tous les gens du quartier. Enfin, je me dis, Steve est comme ça. Donc, le personnage va ressembler à cet homme, Steve. Et il se reconnaît? Il se reconnaît Il ne me lit pas. Donc, en fait, lorsque l'on vous approche ou lorsque l'on vous connaît, on a un petit risque de se retrouver dans vos livres? Je cache mes amis très bien dans mes livres. Alors, donc, nous disions tout à l'heure que vos héros étaient toujours des héroïnes. Ces héroïnes qui sont des femmes, tout simplement, dans leur famille, sont à chaque fois, même si ce n'est pas leur métier, des détectives hors pair qui arrivent à se sortir des pièges les plus horribles avec une grande obstination. Est-ce que finalement, mettre une femme dans ce rôle-là, ce n'est pas leur donner un coup de chapeau? Et est-ce que vous êtes féministe? Parce que j'étais une jeune fille dans les années, jeune femme dans les années 60. Oui, j'étais toujours pour le féminisme, mais comme enfant, mes parents m'ont convaincu que je pouvais faire n'importe quoi. Vraiment, je n'ai jamais souffert d'un sens d'infériorité parce que on me traite exactement comme mon frère et je suis très très contente que les femmes ont gagné le droit, mais moi j'ai toujours eu l'impression que j'ai eu les droits comme un homme, exactement comme un homme. Pourquoi pas? Est-ce que vous mettez un peu de vous dans chacune de vos héroïnes? Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu comme si c'était vous qui aviez à résoudre l'enquête? Oui, je ne sais pas si c'était moi, j'aurais la force, mais oui, parce que pour moi, c'est très facile d'imaginer le monde dans les yeux,
C'est moi qui vois le monde. Quand elle voit le monde, c'est moi. C'est vous. Donc, il y a de vous dans chaque héroïne. Oui, elles sont beaucoup plus jeunes que moi. mais oui, et aussi, je trouve les femmes très fortes, très intelligentes, très capables en général. Et pour moi, ce n'est pas un défi d'imaginer une héroïne, pas du tout. Oui, donc c'est un coup de chapeau aux femmes en même temps. Peut-être, oui. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très spécifique à vos romans policiers, c'est le décor. Vous êtes loin des polars noirs urbains dans les grandes villes, New York, Manhattan en particulier. Vous avez toujours un décor qui rappelle un peu finalement l'Angleterre, celui d'une petite ville où, et alors ça, cela me frappe beaucoup, où on est particulièrement en sécurité. À chaque fois, quasiment, le policier qui a à résoudre une intrigue n'a jamais vu le moindre meurtre de sa vie ou de sa carrière. Oui. Est-ce que c'est le décor dans lequel vous vivez? Oui, exactement. Exactement. Vous prenez la petite station balnéaire dans laquelle vous habitez, qui est Cap May, c'est cela? Oui. Et est-il vrai que vous ne fermez même jamais la porte de chez vous? Ça existe, ça? Oui. Oui, quand je dors, quand ma famille dort, oui. Mais pendant la journée ou si nous allons en vacances, jamais. Parce qu'on pourrait se dire que quand on écrit des romans policiers, on est quand même un petit peu interpellé par la violence et pas du tout. Si je ne suis pas là, c'est pas un problème où ma famille n'est pas là. Mon trésor, c'est la famille et l'autre, pas grave. Si on entre et prend quelque chose. Mais ça ne se passe pas parce que c'est une petite ville très, très paisible et souvent je laisse la porte complètement ouverte. Qui va entrer? On pense que quelqu'un est là, évidemment, parce que la porte est complètement ouverte. Alors, c'est une petite station balnéaire à 1 heure de Philadelphie. Oui, 1h30. 1h30 de Philadelphie, qui est, je crois, très connue aux États-Unis et qui est très jolie, avec des maisons victoriennes encore. Oui. Il paraît qu'il y a des maisons hantées dans votre village, dans votre ville, petite ville, pardon. Pas la mienne. Pas la vôtre. Et parlez-nous un tout petit peu de cette station. Je sais que vous m'avez dit tout à l'heure que quasiment tous les jours, vous voyez des dauphins. Oui, à la plage. C'est extraordinaire. Tout le monde pense que c'est les requins, parce que tout le monde a vu le film. Qu'est-ce qu'on appelle cela en français? Les dents de la mer. Dents de la mer, oui. Et on voit le fin. On dit requin. Mais c'est les dauphins qui passent. C'est très. Oh, j'adore la plage. Et c'est tout près à ma maison. Alors, vous êtes marié à Arthur, qui est dans la salle, qui est un écrivain, qui est un libraire, qui vend des polars. Est-ce que c'est votre premier lecteur? Non, il va dire oui, mais il ment. Il va dire oui. Non, mais il m'aide beaucoup. Si j'ai un problème avec un personnage, surtout un personnage féminin, masculin. Je demande de lui, mais qu'est-ce qu'un homme fait dans cette situation? Et il comprend très bien ce que je voudrais faire. Et il a lu mes premiers romans. Oui, mais maintenant, c'est la même chose pour lui. Ça ne m'intéresse pas. Mais il peut m'aider beaucoup. Parce que son avis est très juste pour moi. Et je cherche son avis souvent.
Est-il vrai que vous vous êtes rencontrés dans une mystérieuse confrérie d'auteurs de polars à New York? C'est vrai, c'est vrai. Et vous avez quitté New York très vite après pour le New Jersey? Oui, j'ai adoré New York et il me disait pendant peut-être notre deuxième rencontre, je ne vais pas habiter cette ville. Il faut que tu partes. Et j'ai dit oui, ok, oui, il vaut la peine. Je vais quitter New York. Et je n'ai jamais regretté cette décision. C'est un beau message d'amour, ça. Oui. Et vous n'avez jamais eu envie d'écrire un livre à deux? Nous avons essayé un après-midi. C'était tôt dans notre mariage et après un après-midi, nous avons décidé que le mariage vaut mieux que un roman ensemble. Oh, c'est terrible. Mais maintenant, nous essayons d'écrire un scénario pour le oui. film. Oui. Nous discutons le scénario, mais nous n'avons pas encore commencé à écrire. Mais c'est parce que nous regardons la liste des films et nous disons il n'y a rien à voir. Des films américains. Les indépendants, oui, mais les films que nous pouvons voir dans notre petite ville, ce n'est rien que les robots et je ne sais pas, c'est pas pour nous. Donc, nous sommes les scénaristes en herbe, on verra. Et alors, comment écrivez-vous? Est-ce que vous écrivez tous les jours, régulièrement? Comment écrit-on justement un suspense qui grandit? Est-ce qu'il y a des moments où vous ne pouvez plus quitter votre ordinateur parce qu'il faut aller plus loin? Non. Non, mais je le traite comme un travail très normal. Lundi à vendredi. Vous n'écrivez pas le week-end? Pas le week-end, jamais. C'est mon temps libre. Je travaille dans l'après-midi dans mon bureau et on demande des écrivains souvent est-ce que vous avez des habitudes? Je ne mange pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais rien sauf écrire à mon ordinateur. Et quand on lit un roman policier ou qu'on voit un film policier, c'est pareil. Le soir, on est encore poursuivi par les personnages. Alors vous, qui passez des mois justement avec ces personnages qui sont dans l'angoisse ou pire dans l'horreur, est-ce que vous arrivez à poser votre stylo et à oublier votre intrigue, à faire vos courses normalement sans être poursuivi par les personnages? Oui, non, je les laisse dans le bureau. Mais quelquefois, quand j'ai un problème avec l'intrigue, quand je suis dans la douche, pour quelque raison, et quelque chose arrive, saute à ma tête, et je dis, oh, ok, je peux le faire. Non, les autres personnages qui me suivent sont les personnages dans les livres, les romans que je n'ai pas finis, que j'ai jetés dans la poubelle, que j'ai mis dans le tiroir. Oui. Ces personnages me hantent un peu. C'est comme on dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait abandonner un roman? L'intrigue, Oui, je pense que l'intrigue est trop faible. Je ne peux pas arriver à un dénouement satisfaisant. C'est des raisons différentes. Je sais d'être moral dans un sens. Et de temps en temps, on entre dans une situation et il n'y a pas une façon morale de le résoudre. Vous ne leur laissez jamais une deuxième chance? Vous ne les ressortez jamais des tiroirs? Très rarement. Une fois, ça se passait. C'était le roman Dernier Refuge.
Et je suis très Qui a été contente. publié en France et pas aux États-Unis. Jamais sorti aux États-Unis. Alors, je me demande aussi, en vous voyant, si écrire des polars, c'est parce que vous aimez faire peur ou vous faire peur finalement. Est-ce que ça vous fait peur par moments ce que Non. vous inventez vous arrivez toujours à sortir votre héroïne de l'ornière? De temps en temps, quand je suis en train d'écrire, et Arthur, bien qu'il est un homme très grand, il a un pas très doux. Il entre dans mon bureau et je dis oh, comme ça, parce que j'étais tout à fait dans le moment. Mais non, je veux surtout créer l'angoisse. Et il y a beaucoup d'angoisse en moi. Et peut-être que je le laisse tomber dans mes livres parce que c'est l'angoisse que je voudrais créer pour mes lecteurs. Mais vous réussissez bien. Hein. Oh, merci. Vous réussissez bien. Lorsque l'on écrit, vous mettez combien de temps pour écrire un livre en général? Une enquête Quand j'ai commencé, ça a duré 2-3 ans. Parce que j'ai fait des fautes partout et il faut refaire, remanier le manuscrit, recréer l'intrigue. Maintenant, après 30 ans, je peux prévoir les problèmes. Et maintenant, je peux être un peu plus vite enfin. Et un pas, c'est possible. C'est trop vite. Vraiment, je préférais avoir plus de temps, mais je peux le faire. Quand vous lisez un roman policier d'un autre écrivain, est-ce que vous trouvez le tueur finalement bien plus vite que nous? Pour moi, c'est trop facile de reconnaître le Vous méchant, reconnaissez tout de suite oui, les... Oui. Ah, oui, je peux. C'est comme c'est transparent. Transparent. Parce que j'ai fait tous ces fausses pistes et tous les... je les reconnais. Quel est pour vous le maître du polar américain? Ou de qui êtes-vous le plus proche? J'adore Ruth Rendell, qui est très sombre dans ses livres. Mais j'ai adoré ces livres pendant les 30 années passées. Je la trouve elle comprend très bien la psychologie des gens et elle sait comment faire une intrigue de la psychologie quotidienne dans un sens. Oui. Alors, quand on écrit beaucoup de romans policiers, qu'est-ce qui est le plus difficile pour se renouveler? Est-ce que c'est l'inspiration qui est difficile à trouver? Non, c'est pas l'inspiration, mais je ne veux pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Je dois à mes lecteurs plus que ça. Et je ne veux pas qu'un lecteur commence à lire et dit « Mais elle avait la même chose dans un autre roman, la même sorte de personnage ou le même fil de l'intrigue. » Ça, c'est le plus difficile. Créer toujours les nouveaux fils. Nouveaux filons aussi, oui. En même temps. Quand j'ai les fils, je peux les tisser dans une façon agréable, je crois. Mais si j'ai une fil qui était dans un autre roman, de temps en temps, comme tout le monde, je dis « Oh, personne ne va pas le remarquer. » Mais ça m'embête toujours. Et enfin, il faut enlever cette fil parce que je suis un lecteur, je n'aime pas cela. J'ai payé pour mon roman et je ne veux pas faire cela à mes lecteurs. Mais vous le faites très bien parce que j'ai lu beaucoup de livres de vous et je vois encore le dernier
le tueur, je l'ai Merci trouvé François. oui. Vous êtes si gentil, merci. Alors, nous allons justement parler du poids des mensonges. Avant de l'aborder, et parce que je sais que le titre français n'est pas le même que le titre qui est prévu aux États-Unis, je voudrais vous faire dire un mot sur les traducteurs, parce que vous êtes, je l'ai dit, internationalement traduite et connue. En particulier, il y a un engouement pour vous dans les pays scandinaves, alors qu'ils ont eux-mêmes de grands auteurs de polar. Le traducteur a une importance très forte, parce que si lui ne fait pas attention à un indice, le traduit mal, il peut changer totalement votre intrigue. Est-ce que vous avez toujours le même traducteur ? Depuis presque 10 ans, je crois, peut-être plus. On a changé, Abbé Michel a changé le traducteur au commencement de ma carrière, mais depuis longtemps maintenant, c'est Nicole Hibert. Et on me demande est-ce qu'elle a bien fait, et je dis évidemment, mais je ne peux pas. Vous n'avez pas essayé de lire J'ai essayé, en français, mais c'est dur pour moi. Oui. Faut demander à Anne. Elle va le faire pour vous. Et Anne les lit en français et de temps en temps, elle me dit c'est une très très bonne traductrice que tu as. D'accord. Alors, donc, paraît cette semaine Le poids des mensonges aux éditions Albin Michel. Dans vos derniers livres, le dernier livre, c'était Une nuit sur la mer. C'était une maman dont la fille était partie avec son mari en croisière et elle était, semble-t-il, passée par-dessus bord. Elle la découvrait alcoolique. L'énigme grandissait à partir de ça. La fois précédente, c'était une maman qui avait un baby blues et qui tuait ses enfants. Enfin, on pensait qu'elle les avait tués. Là, c'est d'un kidnapping que vous parlez. J'avais envie de lire des passages de votre livre et je me suis rendu compte que c'était très, très difficile parce qu'on ne peut pas sortir un paragraphe où on ne comprend plus du tout. Parlez-nous un petit peu du poids des mensonges et de votre héroïne, Kathleen, qui a tout pour être heureuse, a priori. Ah oui, quelqu'un m'a dit, mais elle est une femme ordinaire. Et moi, je dis, elle est une femme comme nous tous. C'est ça, oui. Elle a un travail et elle a la chance d'avoir un travail qu'elle aime bien. Et elle voudrait avoir une famille heureuse. Et quand le roman commence, elle a cela. Mais elle a aussi une secrète. Et c'est pas grave si je dis que son frère était plus jeune qu'elle, ses parents sont morts. On apprend cela dans les premiers chapitres. Et elle avait soin de son frère qui est toxicomane et très déprimé. Et le frère avait un accident. On apprend cela dans le premier chapitre. Il a tué quelqu'un. Et c'était la femme de son mari. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Ça serait une coïncidence complètement incroyable. Elle est allée on avait un moment de faire planter un jardin dans la mémoire de cette femme et Kathleen a décidé d'y aller pour dire la vérité à cette famille parce que son frère s'est suicidé avant que la police a résolu le crime. Donc elle est arrivée pour dire la vérité. Avouer à cette famille que c'était son frère qui a tué la femme et fuir. Et elle est tombée amoureuse.
Oui, elle tombait amoureuse de cet homme et dans sa tête, elle se disait, je vais apporter le bonheur de la vie de cet homme et son fils parce que je peux le faire et je l'aime et elle a fait cela. Quand le roman commence, tout le monde est très content. C'est l'anniversaire de petit Jordi et à la fin de la fête d'anniversaire, il l'appelle maman et elle est complètement... Vous parlez en même temps des familles recomposées. Oui, oui. Alors, c'est vrai que le poids des mensonges, le poids du silence aussi et du secret fait que très vite, Kathleen dépose Jordi à l'école et puis il y a un coup de fil, l'enfant a disparu, il n'y aura pas de demande de rançon et petit à petit, très très tard, on comprendra finalement le meurtrier. C'est pour ça que je préfère vous laisser en parler parce que je ne veux pas dévoiler un événement qui vous gênerait, voilà, m'empêcher de faire cela, qui vous gênerait dans l'intrigue. Les familles recomposées, à travers ce livre-là, ça vous intéresse aussi. Elle est accusée très vite parce qu'elle n'est pas la mère biologique, Kathleen. Oui, et je crois que ça se passerait dans une situation comme ça. C'est basé sur un fait divers, exactement comme ça. Une femme qui a emmené son beau-fils à l'école, il est disparu et elle était le suspect. Là aussi, c'est un fait divers trouvé dans les journaux ou le coup de fil. Les journaux et aussi sur la télé. Oui. Alors, on va laisser le lecteur. On va laisser le lecteur comprendre petit à petit une histoire qui est vraiment passionnante. Il y a une phrase que j'ai retrouvée de vous dans un article où vous dites « Je me sens comme une comédienne. Je crois que le travail de l'écrivain et du comédien sont très proches. On entre tout à fait dans le personnage. » Oui. Vous confirmez? Vous vous sentez une comédienne? Moi, je ne suis pas comédienne, mais quand j'écris, je suis dans chaque personnage, dans la vie de chaque personnage. Oui, j'essaie de faire cela. Et je crois que c'est pareil. Alors, ce poids des mensonges sort aux États-Unis quand? Maintenant. Maintenant. C'est bien que la France... Après la France. Après la France. Mais vous avez un public en France. Je crois que la France, avec la Norvège, sont les deux pays dans lesquels vous avez un nombre de lecteurs vraiment assez immense. À quoi attribuez-vous le fait qu'en France particulièrement, vos polars attirent? Est-ce que dans notre caractère, est-ce que dans nos préoccupations, est-ce que dans le quotidien que vous décrivez, il y a quelque chose qui nous correspond? Oui, je crois qu'il y a une raison très pratique dans un sens. C'est que Albin Michel a fait une promotion formidable pour moi depuis la première. C'est une bonne maison, Albin Michel. Oui. Oui. Et la série spéciale Suspense m'a aidé beaucoup. Mais évidemment, ça a continué. Les lecteurs aimaient bien mes romans. Oui, je trouve que les Français s'intéressent beaucoup à la psychologie. Et on ne s'ennuie pas de la vie quotidienne, comme aux États-Unis, on préfère entrer dans un autre monde. Mais les Français qui connaissent très bien que notre vie peut être très agréable jour à jour. Et moi, j'écris de jour à jour. Aux États-Unis, on dit parfois que vos polars sont trop noirs. Oui, on m'a dit cela, oui, parce que on préfère une vie en rose à la fin et c'est important de résoudre le problème pour l'héroïne, oui, mais il y a les précautions.
de la crime dans les vies de ces gens. Évidemment, c'est nécessaire. Le fait que, justement, ça soit toujours des héroïnes, des histoires de famille, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des polars plutôt pour les femmes et des polars plutôt masculins, et que vous écrivez plutôt pour les femmes? Oui, il faut le dire que il y a des lecteurs qui aiment les deux, l'une ou l'autre, mais par exemple, mon mari adore les détectives privés, beaucoup de fusils, tout cela. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je suis comme beaucoup des femmes, je ne sais pas, mais il me semble que oui, on préfère l'une ou l'autre, pas toujours. Et plus largement, à quoi attribuez-vous le succès des romans policiers, le succès des polars? Est-ce qu'on aime se faire peur? Parce que c'est un genre littéraire qui est très, très en vogue. Pas pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. C'est pas la peur, mais j'adore le puzzle, le problème, l'intrigue. Et je trouve que souvent la littérature de nos jours, on a décidé qu'on n'a pas besoin d'une histoire. Là, il y a une histoire, oui. Et comme lecteur, moi, j'aime bien les histoires. Et tous les grands écrivains d'anciens jours ont raconté une histoire. Peut-être que c'est pour cette raison que le polar reste un livre avec une histoire, et ça plaît les lecteurs. Est-ce que vous avez déjà commencé à écrire le suivant? Oh oui. 150 pages. Mais je suis à la point où il faut commencer à remanier, et on verra. Et on peut juste savoir le fait divers, le point de départ? Cette fois, oui et non. J'écris d'une jeune femme qui apprend après la mort de ses parents qu'elle a une sœur. Sa mère a eu un bébé quand elle était ado et elle a fait adopter son bébé. Et elle trouve cette sœur qui est en prison parce qu'elle a tué sa sœur, notre sœur. Vous savez, votre amie nancéenne va être fière de vous, parce que cela fait 1 heure que vous parlez et c'est formidable. Dans quelques minutes, je vais vous laisser aller dédicacer. Quel est le plus beau compliment qu'un lecteur pourrait vous faire? J'ai reçu plusieurs pendant ces visites, mais j'aime bien toujours entendre les mots « Je ne pouvais pas dormir hier soir. Je ne pouvais pas lâcher le roman. » Ça me plaît beaucoup. Alors, avant de vous laisser aller dédicacer, il n'y a pas de raison. Je vais vous soumettre, comme tous les invités que j'accueille, au questionnaire de Bernard Pivot. Connaissez-vous Bernard Pivot aux États-Unis? Oui, il est connu parce qu'on a un programme sur la télé, interview avec les acteurs qui s'appelle Inside the Actors Studio. Actors Studio, oui. Oui, et à la fin, M. Lipton, qui est l'animateur, demande toujours le questionnaire de Bernard Pivot. Alors, plus modestement, à Nancy, on le fait aussi. Avant de vous soumettre à ce questionnaire et de vous laisser aller dédicacer, je vais vous dire que pendant les dédicaces, il y aura quelques courtes minutes d'interruption, mais c'est vraiment pour le bien. C'est France 3 qui ouvrira son journal en direct avec Patricia McDonald
à l'endroit, à l'entrée des Galeries Poirel, à l'endroit où elle dédicacera. Donc, si vous êtes là et que vous attendez une dédicace, merci à ce moment-là d'avoir quelques instants de patience. Et puis, Patricia arrêtera à 20h parce que demain, sa dernière journée en France est très, très chargée en interviews, radio, télé. Et donc, il faut que nous la laissions partir au dernier TGV. Deux petites informations, enfin non, pas petites, deux grandes informations avant de commencer le questionnaire de pivot. Je voulais vous signaler la parution de deux livres de deux Nancéens qui sont très intéressants à lire. Le dernier livre de Gérald Tenenbaum, qui vient de sortir la semaine dernière, L'affinité des traces. Je vous le conseille, c'est un très beau livre et Gérald Tenenbaum un bel écrivain. Dernier livre aussi d'un autre Nancéen, mais d'adoption, Michel Caffier, qui parle de la belle époque à Nancy, qui s'appelle La paille et l'osier. Si vous avez des cadeaux à faire pour Pâques, et puis bien sûr, vous avez les livres de Patricia MacDonald. Je vous signale aussi que notre prochaine rencontre sera à l'Opéra, à nouveau, et je recevrai à nouveau aussi Éric Orsena, qui publie un livre sur l'histoire du livre, et comme il garde toujours la même complicité avec Isabelle Autissier, qui sort elle-même un livre en mai, eh bien vous les retrouverez tous les deux, ça sera le lundi 11 juin à l'Opéra. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Et maintenant, Patricia, avant de commencer à écrire, mais cette fois des dédicaces, quel est votre mot préféré? La famille. Alors, s'il y a un mot que vous voulez dire en américain, vous pouvez le dire aussi. Quel est le mot que vous détestez? L'orgueil. L'orgueil. Votre drogue favorite? Du vin. Revenez vite en France. Le son, le bruit que vous aimez? Les vagues sur la plage. Ah oui. Et le son, le bruit que vous détestez? Les ordres. Les ordres? Ah, ça ne m'étonne pas de vous. Quel est le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Financier. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Si je dois être réincarné, dauphin. Qui est devant la plage de Cape May, bien sûr. Qui est devant la plage de Cape May. Exactement. Et la dernière question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Bienvenue, Patricia. Vos parents vous attendent. Patricia MacDonald, merci, un grand merci et j'espère à bientôt en France. Merci Françoise.